Chapitre 29. Se faire un ami. Je marquai une pause, tandis que le mage Durandus observait toujours la tempête. Je demandai timidement. Alors, on a fini? On a fait une reconnaissance. On a trouvé la cause de la tempête. On rentre maintenant qu'on sait ce qui la provoque? Il resta silencieux un long moment. Puis le mage Durandus dit lentement. Non. Je pense que nous allons enquêter davantage. Il semble n'y avoir qu'un seul géant. Il fit demi-tour et partit pour rejoindre sa tente que ses hommes avaient dressée pour lui. Il n'était décidément pas du genre à discuter. Je me suis demandé ce qu'était un géant des tempêtes. Ça ne semblait pas très prometteur. Un géant capable d'invoquer la foudre et de soulever une montagne dans un marais ne me semblait pas être quelqu'un que je souhaitais rencontrer. J'ai donc planté ma tente au milieu de l'île. L'un des hommes boucliers faisait de même. « Léonidus, dit-il en tendant la main. « Éric, répondis-je en lui serrant les poignets. Alors, pourquoi tout le monde a un bâton enfoncé dans le cul? Il grimaça, mon analogie ne passant pas bien. Tu veux dire, pourquoi personne ne te parle? J'acquiesçai. Il leur faut un certain temps pour s'échauffer. Si Durandus n'était pas là, on aurait peut-être envie de discuter. Je t'ai entendu parler avec Durandus, et il veut continuer. C'est quoi, au fait, un géant des tempêtes? Demandai-je en terminant d'installer ma tente et en étendant ma cape huilée sur le sol humide pour protéger mon sac de couchage. J'avais prévu d'enfiler des vêtements secs pour dormir confortablement, mais Léonidus me fit signe d'attendre. Laisse le mage réfléchir un instant. Il séchera les vêtements de tout le monde avant qu'on se couche. Je haussai les sourcils. Il termina sa tente et dit. Je n'ai jamais entendu parler d'un géant des tempêtes. Nous avons combattu des géants des collines à 2 reprises. L'un d'eux a attrapé mon compagnon de bouclier et l'a déchiré en 2. Il frissonna, mal à l'aise, en repensant à ce souvenir. Nous restâmes silencieux un moment, le temps de préparer nos couchages respectifs. Delmar avait vu juste. Je commençai à ramasser des brindilles et du bois mort pour un feu. Léonidus m'arrêta. Pas de feu, pas dans la nature. Ça attire les créatures, et on déteste se battre la nuit. Il sortit une petite bourse noire et me la lança. Je l'ouvris et découvris une pierre ovale brillante à l'intérieur. Je levai les yeux, curieux. Il répondit à ma question muette. C'est une pierre lumineuse. Mon visage était toujours impassible. Elle contient de l'éther. Elle donne assez de lumière la nuit pour pisser sans trébucher sur tout. Durandus en a offert une à tout le monde. Donc la marche nocturne est plus facile. Tu peux emprunter la mienne pour la nuit, au cas où tu auras envie de pisser. Merci. Combien de temps ça dure? Demandai-je en la remettant dans le sac. Ça dure quelques jours. Durandus les recharge. Kyle, l'un de nos archers, peut le faire aussi. Mais il est généralement pénible et essaie d'obtenir quelque chose en échange, répondit-il. Comme Léonidus parlait, j'ai demandé. Après que la grenouille géante ait été tuée, je ne l'ai vu donner l'essence à personne. Léonidus soupira. Oui, on a entendu dire que la mage Castille distribuait les essences. Ce que Durandus ne consomme pas, il le vend. Il possède un grand domaine près de la capitale. Il veut épouser une première citoyenne. Il se pencha et dit. Il y a environ 2 mois, un duc lui a proposé sa fille s'il payait la dîme pour elle afin qu'elle obtienne le statut de première citoyenne. Il a refusé, prétextant que s'il donnait la moitié de ses biens à une femme, il valait mieux qu'elle ne ressemble pas à un porc. Léonidus vérifia que le mage ne venait pas le frapper, puis dit. Du moins, c'est ce qu'on nous a dit. Il mangea de la viande séchée et du fromage, tandis que je mangeais ma ration sèche. Alors que nous étions plus à l'aise, il me dit. Je suppose que c'est pour ça qu'il veut ce géant des tempêtes. Il expliqua ses pensées. L'essence qu'il produirait aurait probablement une affinité magique. Il veut améliorer son pouvoir sur l'affinité éthérique pour la foudre. J'acquiesçai, me souvenant que le hommage d'Assian traquait la Bulette pour la même raison. Les puissants voulaient simplement plus de puissance. J'ai remarqué qu'un autre légionnaire avait une ligne de pêche en métal et une petite forme magique qui envoyait une décharge bleue le long du fil métallique pour étourdir les poissons. Léonidus m'indiqua que c'était Kyle qui pouvait aussi charger les pierres. Kyle travaillait avec un partenaire qui avait un filet, et il s'emparait rapidement de 6 poissons. Les poissons étaient plats et noirs, et nageaient au fond du marais boueux. C'est pourquoi je ne les avais pas remarqués pendant notre voyage dans la vase. Contrairement au conseil de Léonidus, ils allumèrent un feu,
firent cuire leurs poissons, puis éteignirent le feu. Ils n'en offrirent à personne. Léonidas dit que Cal était parfois un trou du cul. J'ai bu 2 litres d'eau pour faire descendre ma barre de ration sèche. Léonidas m'a montré une astuce pour la feuille de cire. On la coupe en 4 sections, puis on frotte la cire. Il en reste une douce feuille fibreuse, idéale pour s'essuyer l'arrière-train. Il avoua que certains légionnaires récupéraient les barres de ration juste pour se procurer du papier toilette, et les jetaient au lieu de les manger. Alors que le soleil se couchait, comme prévu, Durandus passa et sécha les vêtements de tout le monde. L'eau ne s'évapora pas, mais se déversa vers le sol, formant une flaque sous nos pieds. Les petits insectes du marais semblèrent se réveiller à la disparition de la lumière. L'humidité diminua légèrement, mais je transpirais toujours sans arrêt. Je repliai mon sac de couchage sur moi. Je sortis la pierre lumineuse, remplis ma gourde dans mon espace dimensionnel, puis sortis le livre d'affinité de guérison pour l'étudier. J'ai pris le risque car je ressentais une certaine urgence. Bloquer une forme magique était plus susceptible de se produire dans une situation stressante, et il n'y avait rien de plus stressant que de lutter pour sa vie contre un géant. J'ai quand même réussi à dormir un bon moment, n'ayant pas à participer à la rotation des quarts de surveillance. L'eau fraîche de ma gourde était une bénédiction pour moi, car je transpirais jusqu'au début de la nuit. Je venais de ranger mon livre pour dormir lorsqu'un cri des sentinelles retentit. Nous nous précipitâmes pour enfiler notre armure et aller prêter main forte aux 10 hommes de garde du périmètre. Une île gigantesque s'avançait vers nous, au clair de lune. Durandus se tenait prêt, et l'un des archers annonça. « C'est une tortue géante. Tenez vos positions, et elle devrait passer sans attaquer. » Nous étions tous tendus tandis que l'île se rapprochait, et finissait par s'éloigner. Je me rendormis rapidement, sachant que nous avions de bonnes sentinelles de garde. Le bruit du campement me réveilla et je m'habillai. Un homme distribuait un baume contre les piqûres d'insectes. Les hommes de garde en prirent plusieurs. Maintenant que le soleil se levait, les petites bestioles s'enfuyaient et les gros insectes, de la taille d'un poing, bourdonnaient. Je fus l'un des premiers à plier bagages et à déballer ma barre de rationnement du petit déjeuner. J'en avais déjà assez, mais quelques hommes avaient mouillé leur propre ration de leur traverser les marécages. J'en ai mangé la moitié avant de passer au mélange de fruits secs et de noix. Mes gourdes étaient vides quand j'ai fini de manger. Nous nous sommes rapidement dirigés vers les éclairs et le grondement sourd. J'estimais qu'il ne restait plus que 5 kilomètres. Nous avons avancé péniblement dans l'eau, suivant les indications du mage. L'air s'est embrumé, puis il s'est mis à pleuvoir. Plus nous approchions, plus la pluie devenait forte. Je ne pensais pas qu'il fût judicieux d'approcher ainsi une créature capable de contrôler ma nature. Le sol marécageux devint boueux, et nous commençâmes à gravir une colline boueuse. La pluie était forte au sommet, mais il nous offrait une vue plongeante sur ce que je décrirais comme une caldeira. Ce n'était pas un volcan, mais il en avait la forme. Il ne pleuvait pas à l'intérieur, et nous restâmes tous stupéfaits lorsqu'un géant, mesurant facilement plus de 7 mètres de haut, lança la foudre dans les terrassements en expansion. La foudre s'abattit, et la terre s'élança et roula comme une vague. Le mage semblait réfléchir à notre prochaine action. J'étais simplement soulagé que le géant monstrueux ne nous ait pas repérés. Finalement, le mage dit, sans s'adresser à personne en particulier. « Il ne construit pas un repère. Non, il creuse pour trouver quelque chose. » Nos têtes se sont un peu relevées, mais il a fait signe à tout le monde de se recoucher. Nos têtes se sont un peu levées, mais il a fait signe à tout le monde de se raccroupir. Il a appelé ses 4 lieutenants pour une séance de stratégie. Je n'ai pas entendu leurs paroles. Puis les ordres furent donnés. Nous devions attendre sur le bord boueux du cratère. Quand le géant des tempêtes se reposerait, nous attaquerions. C'était terrible, car nous nous sommes retrouvés sous une pluie battante au bord du cratère. J'ai donc sorti ma cape, mais cela signifiait simplement que tous mes vêtements secs ne seraient pas protégés de l'eau. Je me suis blotti dans ma cape, espérant que, quel que soit le plan d'attaque, il se déroulerait bien. Le géant des tempêtes semblait infatigable, et je sentais la terre boueuse se soulever sous mes pieds, à chaque mouvement. Si le mage avait raison et qu'il cherchait quelque chose, je me demandais ce que c'était. La nuit commençait à tomber et un murmure me parvint. « Il se repose. Mur de bouclier, préparez-vous !» Personne ne m'avait dit quel serait mon rôle dans le combat. Rester à l'arrière et soigner les blessés me semblait une bonne idée. J'ai même sorti 2 potions de soins majeurs et une potion de soins mineurs dans l'espace dimensionnel. Le mur de bouclier se dirigeait droit sur le géant, suivi des lanciers. Le mage Durandus suivait ce groupe à distance. À droite,
Les épéistes ouvraient la marche, suivis des archers. Il s'agissait clairement d'une manœuvre de flanquement de la part de Durandus. Je me plaçai derrière les archers. Le géant nous remarqua et nous observa, indifférent, descendre la pente boueuse. Maintenir leur rang dans la boue rocailleuse était difficile, mais ils firent un travail admirable. Le ciel s'épaissit au-dessus de nous. Un éclair s'abattit sur le mur de bouclier, mais l'homme qu'il frappa rayonna, et l'éclair s'écrasa au sol, sans affecter personne. Le mage avait donc un plan. Si la puissance de foudre du géant ne fonctionnait pas et que nous nous rapprochions de sa portée, nous pourrions peut-être abattre l'homme imposant. Je voyais bien que l'attaque ratée avait enhardi le mur de bouclier, tandis qu'ils dégainaient leurs épées courtes. Le géant sembla réfléchir, puis ramassa sa propre arme. Arme était un euphémisme. Elle était aussi épaisse qu'un homme et mesurait près de 3 mètres de long. Le géant la faisait tournoyer avec aisance, et on entendait l'air siffler dans l'air, même sous la tempête. Un second éclair frappa les archers. Une fois de plus, il resta sans effet, s'enfonçant dans le sol, mais je remarquai que Durandus trébuchait légèrement. Le sort attirait-il les terres? Cela pourrait être dangereux s'il était à court avant le combat. L'unité de bouclier atteignit le fond du cratère, et les lances furent lancées, sur ordre, depuis les rangs derrière eux. Seuls 2 percèrent la cuisse et la poitrine du géant. Il rugit de colère et chargea le mur de bouclier. Le géant prit de la vitesse et, au lieu de bondir son épée, se lança dans une glissade. Sa silhouette massive traversa le mur de bouclier et dépassa même les lanciers. Il avait encaissé quelques coups, mais se releva rapidement. Le mage se trouvait maintenant juste devant le géant, un sourire malicieux aux lèvres. Le géant rugit en brandissant l'épée massive, et le mage Durandus se redressa, confiant. Une boule d'énergie s'enflamma autour de lui avant que l'épée ne le touche. Puis cette boule d'énergie, avec le mage au centre, sillonnèrent les airs pour se retrouver à 60 mètres sur ma droite. Loin de tout le monde. Le géant pointa les archers, et un éclair s'abattit à nouveau. Cette fois, l'homme touché explosa, et projeta au sol les hommes qui l'entouraient. Mes oreilles bourdonnaient, et j'avais des traces de sang sur moi, causées par l'archer explosé. J'étais à mi-chemin du cratère détrempé. Le mur de bouclier se reformait rapidement face au géant, tandis que les lanciers se replaçaient vers l'arrière pour une nouvelle salve. Je devais décider si je devais apporter des potions aux archers ou tenter de remettre le mage Durandus sur pied. Si je survivais à cette épreuve, je décidai que je ne voudrais plus jamais affronter un géant.